Chapitre 4. Enfant. En avoir ou pas. Faisons un bébé. L'extraordinaire et tendre histoire du désir d'une femme de fonder une famille. Telle était l'accroche en une de l'Observer. L'article était consacré à une femme d'âge mûr à la recherche d'un homme pour la féconder. Jenny Withers était décrite comme une femme de 41 ans, heureuse, célibataire et mélancolique, qui n'avait jamais encore envisagé le moins du monde de pousser un landau dans un supermarché, vu son appréhension devant tout ce qui est trivial et domestique. Mais tout d'un coup, envahi par un désir d'enfant fatigué de ses échecs amoureux à répétition, lassé de sa vie égocentrique et apparemment guéri de ses névroses après des années de thérapie, Jenny avait décidé de prendre le taureau par les cornes. Ne voulant pas élever un enfant entièrement seule, comme elle aurait dû le faire si elle avait eu recours à un don de sperme, elle se mit en quête d'un homme d'accord non seulement pour lui faire un bébé, mais aussi pour s'engager à assumer un rôle constant auprès de lui. Il s'en fallut de peu qu'elle ne réussisse à convaincre un couple homosexuel de l'aider. Mais quand ce couple se sépara, elle alla raconter son histoire à un journaliste de l'Observer. Ce que Jenny voulait ? Toute personne correspondant à sa recherche était priée d'envoyer une photo, un CV et une lettre expliquant pourquoi il voulait être son coparent. Jenny avec des critères bien définis. J'envisage une coparentalité avec une personne de la classe moyenne et dont les valeurs sont identiques aux miennes. L'âge, l'ethnie et l'origine sont indifférents. Les caractéristiques physiques n'ont guère d'importance à mes yeux, même si, évidemment, je préférerais un père séduisant dans l'intérêt de mon enfant. En fait, la seule chose qui compte réellement, ce sont les valeurs partagées. Peu importe qu'il soit gay, hétéro ou engagé dans une autre relation, je veux juste quelqu'un qui a envie d'être père et coparent. J'attends aussi de lui qu'il fournisse un soutien financier. On aurait dit une annonce pour un job. En dépit de son autoportrait, celui d'une femme très ouverte quant au type d'homme qu'elle recherchait, elle avait clairement des idées très arrêtées. En particulier, elle voulait une version masculine de ce qu'elle était elle-même, de la classe moyenne, séduisant, partageant les mêmes valeurs. Avec ce double, son alter ego masculin, elle établirait un contrat qu'elle nommait à juste titre un divorce avant mariage, censé éliminer toutes les zones possibles de conflit, autres enfants, autres compagnes, etc. Jenny entre dans la catégorie des futures mères néo-réalistes. Elles ont vu ce que c'est d'élever un enfant seul, ce qui arrive par exemple aux femmes fécondées par un donneur anonyme, et ont décidé de prendre un autre chemin. Jenny espérait trouver quelqu'un qui l'aiderait à élever l'enfant, mais elle voulait avoir le contrôle total quant au rôle de cette personne devrait jouer. Elle se préparait à toute contingence et elle pensait même consulter un thérapeute pour aider l'enfant à gérer physiquement et psychiquement cet arrangement quand le moment en serait venu. Mais quel que soit le soin qu'elle mettait à tout prévoir, tout anticiper, tout planifier, elle finirait par devoir accepter que les autres personnes impliquées, l'enfant et le coparent, aient des attentes et des désirs en conflit avec les siens. Le cas de Jenny est extrême, mais cela fait un bon bout de temps que l'idéologie d'une association de femmes américaines intitulée « Mères célibataires par choix » table sur un niveau analogue de contrôle rationnel. L'organisation réunit des femmes qui sont délibérément et résolument devenues des parents isolés. Leur désir d'avoir un enfant n'implique manifestement pas une autre personne. N'entre pas en ligne de compte le fait que certaines se soient par la suite mises en couple. L'essentiel qui leur donne droit d'être membre de l'association, c'est de s'être embarquées dans la maternité en tant que célibataires. Mais la reproduction est-elle totalement une affaire de choix rationnel ? Dans quelle mesure est-elle au contraire dictée par des mécanismes inconscients ? À quel point pouvons-nous être responsables de notre désir ou de celui de notre partenaire, ainsi que de celui de nos parents et de la société dans son ensemble, quand nous décidons d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants ? Et comment l'attitude d'une société envers le choix influence-t-elle la façon dont les gens se reproduisent ? Du droit au choix. La question du choix dans la reproduction fait partie de notre horizon quotidien depuis quelques décennies. Un facteur important en Occident en a été l'invention de la pilule contraceptive, qui a permis aux femmes de séparer le sexe de la reproduction et d'avoir davantage de maîtrise de leur propre corps. Mais indépendamment des technologies médicales disponibles pour contrôler notre fécondité, notre perception de ce que cela signifie que d'avoir les enfants est fortement influencée par le contexte culturel particulier de notre existence. Pendant mon enfance dans la Yougoslavie socialiste, le recours à l'avortement était facile et la contraception gratuite. En grandissant, j'ai appris que la décision d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant était personnelle. Mais cette liberté de choisir n'était pas si libératrice quand je me suis retrouvée en situation de me poser la question personnellement.
Il me semblait que ce n'était jamais le bon moment pour être mère. Il y avait toujours d'autres choses à faire d'abord. Des livres à écrire, des postes de professeurs invités à accepter, des appartements à acheter, des pays à visiter. J'ai demandé à mon médecin combien de temps je pouvais encore attendre. J'ai demandé à mes amis qui avaient des enfants s'ils ne regrettaient jamais leur choix. J'ai essayé de déterminer si ceux qui n'avaient pas d'enfants en étaient contents. J'ai essayé de faire le choix idéal. Après le changement politique, les partis nationalistes de droite ont présenté de façon manichéenne la décision de fonder ou pas une famille. Sans doute les femmes avaient-elles le droit de choisir entre la maternité et une carrière, mais le seul vrai bon choix était le premier. En Croatie, le président Franjo Tudjman est même allé jusqu'à proposer que le droit à l'avortement serve à en mettre en valeur un autre, le droit pour chaque famille d'avoir le nombre d'enfants qu'elle désirait. Sur la question du droit à l'avortement, les pays communistes ont changé d'avis à maintes reprises. Certains ont autorisé l'avortement au motif que les complications des avortements illégaux avaient pour conséquence de maintenir les femmes hors du monde du travail. D'autres, la Roumanie de Căsescu par exemple, l'ont interdit à des fins natalistes pour augmenter la population. Malheureusement, de nombreux pays dans le monde refusent toujours aux femmes ce droit. Les pays qui ont une longue histoire de débat public sur l'avortement ont connu une bataille subtile quant à la différence entre choix et droit. Aux États-Unis, par exemple, après l'amendement Hyde de 1977, qui retirait le financement des avortements sur fonds fédéraux aux femmes sans ressources, on a constaté le remplacement subreptice et progressif de l'expression de droit à l'avortement par celle de droit de choisir dans le discours public. C'est souvent de façon imperceptible que la rhétorique consumériste a pénétré les débats sur la reproduction, repoussant de plus en plus aux marges de la discussion publique les dimensions politiques associées aux termes de droit. Dans son analyse du droit à l'avortement aux États-Unis, Ricky Solinger fait remarquer que dès le début, l'utilisation du terme de choix renvoyait à un contenu de classe. Les femmes de la classe moyenne qui avaient des difficultés à concevoir un enfant étaient considérées comme des privilégiées, du fait des nombreuses possibilités entre lesquelles elles pouvaient choisir pour surmonter leur malheur. Elles pouvaient recourir aux méthodes onéreuses de reproduction assistée, elles pouvaient engager une mère porteuse ou adopter. Les femmes pauvres, en revanche, n'avaient pas de telles options à leur disposition faute de ressources. Mais la maternité chez une femme pauvre était souvent considérée comme une décision financièrement irresponsable, en d'autres termes, un mauvais choix. Les mères adolescentes et les femmes pauvres non mariées étaient souvent encouragées par les professionnels de la santé à cesser de se reproduire ou à donner leurs enfants à adopter. Certains États ont poursuivi une politique de stérilisation forcée des femmes de couleur sans ressources et d'amérindiennes, qui a continué même après la promulgation au début des années 1970 d'une loi interdisant cette pratique. Les débats publics sur le droit à la reproduction ont clairement fait apparaître que seules les femmes qui avaient les moyens financiers se voyaient accorder l'accès légitime à une maternité validée socialement, tandis que les femmes démunies étaient considérées comme n'ayant pas les mêmes droits d'être mères. Dans le cas des mères pauvres, allocataires de l'aide sociale, le choix était plus compliqué. D'un côté, leur décision de concevoir était décrite comme injuste pour l'enfant, de l'autre, on la présentait comme un choix économique particulier qui leur permettait de recevoir un soutien de l'État. L'idée générale était qu'aucune femme de la classe moyenne ne déciderait d'avoir un enfant si elle ne pouvait pas se le permettre, contrairement à une femme noire pauvre qui aurait tendance à tomber enceinte pour avoir droit à des allocations sociales. Par la suite, dans le contexte de la critique conservatrice du système de protection sociale, on a pensé que les femmes pauvres l'étaient parce qu'elles avaient fait le mauvais choix. Elles étaient incapables d'incarner l'idéal du consommateur légitime qui s'était construit aux États-Unis depuis les années 1960. Perçues comme des profiteuses du système d'aide sociale et donc comme un fardeau pour la société, elles passaient aussi pour des personnes qui ne contribuaient pas au développement rapide de la société de consommation. Dans la mesure où bon nombre d'entre elles n'avaient ni travail ni argent, les femmes pauvres n'étaient pas en mesure de consommer autant qu'il était souhaitable pour la prospérité du pays. Droit et choix ont continué à évoluer dans les années 1970. Le fœtus se vit reconnaître des droits et ont reconnu aux pères des droits particuliers eu égard à leurs enfants. En même temps, l'idée de droit des enfants commença à se développer. Pourtant, comme Solinger le souligne, les femmes se voyaient offrir seulement un choix qui est la version allégée du droit.
Choix et gestation pour autrui. À mesure que dans l'imaginaire américain, le choix pour une femme pauvre d'avoir un enfant était présenté comme mauvais, on a vu apparaître à différentes étapes du débat public sur les possibilités de limiter ce choix, des propositions en faveur de la stérilisation, de l'utilisation à long terme de contraceptifs et surtout de l'adoption. Les femmes de la classe moyenne étaient perçues comme capables de s'offrir le choix non seulement d'avoir leurs propres enfants biologiques, mais aussi d'adopter un enfant ou de trouver, parmi celles qui n'étaient pas jugées aptes à faire des choix rationnels, une mère porteuse qu'elles rétribueraient. Prenons l'exemple d'Alex Kuczynski, une journaliste de la classe moyenne qui, souffrant de son infertilité, décida d'engager Cathy, une femme pauvre, pour porter son enfant. Alex commence la chronique de son expérience par l'observation suivante. Comme les mois passaient, quelque chose de curieux se produisait. Plus Cathy était grosse et plus je mesurais le plaisir que je tirais, à la limite de l'euphorie, de n'être pas enceinte. J'étais dans un état d'anticipation, mais j'étais aussi secrètement, curieusement, perpétuellement soulagée, délivrée du fardeau de l'aspect purement physique de la grossesse. Si j'avais pu porter un enfant jusqu'à son terme, je l'aurais fait. Mais je transportais mon chien de 5 kilos en randonnée dans un sac à dos qui ressemblait à un porte-bébé, Bjorn, et au bout d'une heure, mon dos me faisait mal. Cathy devenait de plus en plus grosse et elle avait de plus en plus de contraintes. De mon côté, j'étais heureuse de consacrer mes quelques derniers mois de non-maternité à faire du rafting en descendant les rapides de niveau 10 du fleuve Colorado, à faire des descentes à ski à 100 km/h et à boire du bourbon et aller au Super Bowl. Alex justifie encore sa joie de sous-traiter sa grossesse en faisant remarquer qu'elle n'aurait pas été bonne dans ce registre-là, que son corps et son psychisme auraient sans doute trop souffert, alors que Cathy était simplement mieux adaptée. Cathy, poursuit Alex, allait jusqu'à se comparer à un four à cuisson simple et à affirmer qu'être enceinte ne lui posait aucun problème, ni physique ni émotionnel. Sans doute sa décision de porter un enfant pour une autre femme peut-elle passer pour un choix, celui de faire de son propre corps une marchandise pour son profit personnel. Pour autant, son acte revêtait à ses propres yeux une signification différente de ce qu'il était. Cette grossesse menée à bien pour une autre femme lui permettait d'apparaître comme une donatrice, quelqu'un capable de faire en sorte que le rêve d'une autre femme devienne réalité. Cathy développa un fantasme bien à elle sur la signification de sa situation de mère porteuse. Indépendamment de la perspective de recevoir de l'argent pour son service, elle nourrissait la conviction qu'elle faisait une bonne action. La question est de savoir quelle sorte d'histoire personnelle se trouvait derrière ce fantasme. Y avait-il eu quelque chose dans l'éducation de Cathy qui le justifiait ? Quel regard posait-elle sur l'enfant qu'elle portait ? Était-il un cadeau qu'elle avait besoin de continuer à donner ? Et à qui ? L'idée de faire cadeau d'un enfant a souvent une valeur symbolique particulière pour la mère porteuse. Il s'y mêle souvent des fantasmes religieux ou sacrificiels, ou le sentiment qu'elle se libère du poids d'une dette inconsciente en remboursant ainsi telle figure de son passé à qui en imagination elle offre ce présent. Pour la mère porteuse, une grossesse est en tant que telle une magnifique source de possibilités. Outre l'idée du cadeau qu'elle fait à une autre femme, elle peut aussi tirer une jouissance particulière de voir son corps modifié ou du statut dont bénéficie la femme enceinte dans sa famille ou dans la société. Et elle peut même tirer une satisfaction douloureuse de sa capacité à surmonter la séparation de l'enfant quand elle le livre à sa mère. Quant à Alex, la manière dont elle rend compte du recrutement d'une mère porteuse sonne à nos oreilles comme une forme légère d'exploitation. Elle décrit la gestation pour autrui comme un type de travail que l'on fait bien de sous-traiter quand on est large d'esprit. De même qu'elle paye quelqu'un pour faire des choses à sa place dans d'autres circonstances de la vie, une femme riche, active, peut considérer cette substitution comme un petit plaisir qu'un bon consommateur peut s'offrir. Comment se choisir soi-même en choisissant d'avoir un enfant ? Le choix en matière de reproduction, cependant, n'implique pas seulement des parents choisissant d'avoir ou de ne pas avoir un enfant. Quand ils décident de le faire, ils ont aussi besoin d'une certaine manière de choisir de devenir parents. Il leur faut s'identifier avec le rôle de père et de mère. Il arrive qu'ils ne fassent jamais complètement ce choix. Une mère, par exemple, peut se comporter plus comme une sœur vis-à-vis de sa fille, ou un père peut décider qu'il n'a pas envie d'endosser le rôle paternel. Le spectacle de cette tragédie que peut être la quête du père est devenu d'une totale banalité. Le Maury Povich Show, à la télévision américaine, offre un test d'ADN gratuit en cas de litige sur la paternité. Mais être reconnu comme père biologique et prendre le rôle de père en tant que dispensateur de soins sont deux choses très différentes.
Des problèmes surgissent aussi quand une femme choisit de porter l'enfant du sperme d'un homme mort. Comment qualifier la nature du consentement du père ? En France, une querelle juridique s'est fait jour autour du droit de l'enfant à porter le nom de son père décédé dont la mère avait utilisé le sperme congelé. En Israël, un tribunal a décrété que des parents pouvaient utiliser le sperme de leur fils mort pour féconder une femme qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Les parents soutenaient qu'une telle décision permettrait de perpétuer la lignée familiale. Aucun écrit n'attestait le désir du fils de devenir père, mais sa famille n'en affirmait pas moins que tel avait été son souhait de longue date. Dans une affaire analogue, une cour américaine a décidé que, après le décès accidentel de son fils âgé de 21 ans, une mère avait le droit d'assurer la préservation de son corps, de façon que les médecins puissent recueillir son sperme par la suite. La mère affirmait que son fils lui avait dit vouloir avoir 3 fils et qu'il leur avait même choisi des prénoms. Elle avait recouru à l'arbitrage du tribunal afin d'accomplir ce vœu et de garder en vie quelque chose de son fils. Dans ce genre de cas, quand le sperme d'un homme mort est utilisé pour une insémination artificielle, les notions de choix et de droit sont souvent réinterprétées à nouveaux frais. La femme, ou les parents dans les 2 affaires israéliennes et américaines, invoquent souvent le droit à avoir un enfant avec le sperme du mort, et les tribunaux s'interrogent sur ce qu'aurait été le choix de l'homme s'il avait été encore en vie. Dans le cas des enfants conçus dans ces circonstances, on peut aussi s'interroger sur leur capacité future à prendre de la distance par rapport au père mort dès lors qu'ils ont été créés dans une certaine mesure pour perpétuer sa mémoire. Se considéreront-ils comme des individus transplantés, une sorte de réplique du défunt ? L'on est en droit d'imaginer que certains courent le risque d'être écrasés sous les fantasmes de ceux dont ils ont reçu l'existence. Ils pourraient aussi se demander s'ils ont été désirés pour ce qu'ils sont et concevoir du ressentiment, voire de la colère, du fait qu'on ne leur a pas demandé leur avis. Par ailleurs, le choix du prénom d'un enfant donne souvent libre cours à des fantasmes d'un caractère particulier. Le philosophe français Louis Althusser, par exemple, a été profondément affecté d'avoir dû porter le nom d'un mort. Lorsqu'elle était jeune, sa mère avait été amoureuse d'un certain Louis. Quand celui-ci mourut tragiquement, elle épousa un homme qu'elle n'aimait pas vraiment et décida alors d'appeler son fils Louis. Ce choix marqua le jeune garçon pour toujours. Il avait l'impression de tenir lieu de l'amant mort. Nous retrouvons ici le cas d'une mère qui, incapable de faire son deuil, essaya de garder vivant son bien-aimé symboliquement en ayant un enfant qui était son substitut. Le problème est que jouer ce rôle symbolique de remplacement fit perdre à l'enfant la chance d'avoir sa propre identité et d'être aimé par sa mère autrement que par un lien avec un amant perdu. La revendication du droit à choisir en matière de reproduction est aujourd'hui de plus en plus source de dilemmes. Certains essayent de les surmonter par des arrangements contractuels toujours plus sophistiqués. Aux États-Unis, 2 homosexuels qui, ayant décidé d'avoir un enfant, ont eu recours à 2 femmes, l'une pour fournir l'ovule et l'autre pour porter l'enfant, ont décidé que la mère génétique ne serait autorisée à entrer en contact avec l'enfant que lorsque celui-ci aurait atteint l'âge de 6 ans, tandis que la mère gestatrice n'aurait droit de le voir qu'un court laps de temps après sa naissance. Le but de cet arrangement complexe était de semer la confusion autour de l'identité de la mère et de limiter ses réclamations potentielles quant à l'enfant. Pour autant, le couple qui espère résoudre le problème rationnellement ne pourra jamais contrôler les fantasmes et sentiments contradictoires que l'enfant développera au regard du rôle de sa mère dans son existence. La psychanalyse met en évidence le fait que par bien des aspects, la décision d'avoir un enfant ne peut être expliquée en termes de choix rationnels. Elle peut tout d'abord avoir été lourdement influencée par des parents. Derrière le désir d'une femme ou d'un homme de connaître la maternité ou la paternité, il peut très bien y avoir les désirs de son propre père ou de sa propre mère. Un homme peut ainsi voir dans son enfant une sorte de cadeau pour sa mère et lui présenter comme tel. Une femme peut amoindrir la parentalité de son compagnon, le père biologique, en plaçant son père à elle dans le rôle de l'autorité paternelle la plus puissante. Une femme peut vouloir à tout prix un enfant parce qu'elle veut une preuve de son importance dans l'existence de son compagnon. Cela revient à dire « Si tu m'aimes, tu auras un enfant avec moi ». Elle n'exprime pas son désir d'enfant, mais questionne plutôt le désir de son compagnon pour elle. L'amour qu'un homme porte à sa compagne, qui lui réclame un enfant, peut très bien se trouver diminué après la naissance de celui-ci. Il l'a idéalisée auparavant et a eu la certitude de l'aimer profondément, mais quand elle devient mère, il sent remonter à la surface ses désirs inconscients envers sa propre mère. Celle-ci étant bien sûr un objet d'amour interdit, quand sa compagne devient mère à son tour, elle prend le rôle de cet objet incestueux tabou.
Freud fait remarquer que certains hommes résolvent cette contradiction en divisant l'objet de leur amour entre une femme vierge idéalisée, qui est intouchable, et une prostituée, la femme que l'homme déprécie mais qu'il peut aussi faire jouir sexuellement. De nombreuses histoires de femmes en quête d'un donneur de sperme illustrent le désir d'un idéal à jamais inaccessible. Un article du New York Times nous apprend que les femmes qui se lancent aujourd'hui dans cette recherche commencent par demander toutes sortes d'informations sur le donneur, son niveau universitaire, son sourire, sa carrure physique. Il leur arrive de tomber amoureuses de leur donneur idéalisé, dont le caractère inaccessible ne fait que renforcer leurs sentiments. Au-delà de l'apparente rationalité qui fait qu'une femme choisit un tel donneur, ce choix implique toujours des niveaux complexes de désir. Elle peut en sélectionner un qui ressemble à son père ou à son amant perdu, ou qui ne lui fera pas de l'ombre dans l'amour de l'enfant. Elle peut en choisir un parce qu'il sera d'une certaine façon sien pour toujours, dans la mesure où il est hors d'atteinte. L'épreuve de la réalité ne disloquera jamais le fantasme qu'il éveille en elle. Rien ne permet de savoir cependant comment l'enfant répondra aux différentes formes de désir que sa mère a ressenties en lui donnant naissance. Du désir à la demande. Récemment, la naissance d'octuplés aux États-Unis a déclenché de nouveaux débats sur la question du choix et de la demande en matière de reproduction. La situation familiale de la mère, Nadia Sulman, une célibataire qui avait déjà 6 enfants, tous conçus par fécondation in vitro, a suscité une polémique autour de l'éventuelle nécessité de poser une limite au nombre d'enfants que l'on peut concevoir par le biais de la reproduction assistée, et en particulier au nombre d'œufs fécondés que l'on peut implanter simultanément. Lors de la dernière FIV de Nadia Sulman, on avait transplanté 6 des ovules fécondés qui restaient de son précédent traitement. 2 de ces ovules s'étaient divisés ensuite, d'où les 8 enfants. Elle a fait ce commentaire. « Ce sont mes enfants, c'était une réserve disponible et j'ai puisé dedans. Donc j'ai pris un risque. C'est un pari, c'est toujours un pari. » La seule chose qu'elle ait jamais voulu, a-t-elle raconté, était de constituer une famille nombreuse. Enfant unique, elle avait eu peu de relations avec ses parents et elle voulait une fois adulte réparer cette blessure en devenant une mère dévouée et aimante. Sa mère expliqua que Nadia avait transformé son petit ami en donneur de sperme pour ses 14 enfants, mais refusé de l'épouser. Il était amoureux d'elle et voulait se marier avec elle, mais Nadia voulait avoir des enfants seule. Il est important de souligner que Nadia Sulman est croyante, d'où les prénoms bibliques de chacun des octuplés. À la question de savoir si elle avait jamais réfléchi au fait qu'elle n'avait pas les ressources pour assurer la subsistance d'une famille si nombreuse, elle répondit « J'ai toujours pensé que Dieu y pourvoirait ». Le cas de Nadia Sulman pose une série de questions sur les limites du choix en matière de fécondité. Sur la base de quels critères le corps médical peut-il poser des limites, si toutefois il doit le faire, à la demande d'une bénéficiaire d'une FIV, en particulier dans le cas où elle a déjà un grand nombre d'enfants ou qu'elle est d'une manière ou d'une autre incapable de les nourrir. Doit-il y avoir une limite au nombre d'ovules fécondés qu'une femme peut se faire implanter en même temps ? Dans la mesure où cette insémination multiple comporte un risque élevé pour la mère et pour les enfants, les médecins devraient en tout cas être tenus d'avertir des risques potentiels. Le donneur de sperme, le père biologique, a-t-il droit de poser une limite au nombre de fois où son sperme peut être utilisé dans le processus d'insémination ? Et doit-il y avoir une limite au nombre d'enfants dont il peut être le père ou au nombre de femmes qu'il peut féconder ? Si nous examinons ces questions à travers le prisme de la théorie psychanalytique, la question est de savoir si nous avons affaire à une structure psychotique sous-jacente. Quand une femme a ce désir insatiable d'avoir toujours plus d'enfants, que symbolise-t-il pour elle ? Dans le cas de Nadia Sulman, il est troublant de voir qu'elle regardait ses ovules fécondés comme autant d'extensions d'elle-même, des éléments à ne pas gaspiller, et qu'elle ne s'était jamais interrogée sur ce que le donneur pouvait en penser. Elle ne prenait pas davantage en considération la réaction de ses propres enfants devant son choix d'en avoir tant d'autres. Bon nombre de commentateurs ont remarqué que le visage de Nadia Sulman ressemblait de façon frappante à celui d'Angelina Jolie et qu'il n'était pas exclu qu'elle soit passée par la chirurgie esthétique pour parfaire cette ressemblance. Dans la mesure où la famille d'Angelina Jolie augmente aussi rapidement, Nadia aurait trouvé un thème supplémentaire d'identification. Les psychanalystes ont observé un autre glissement significatif dans le désir de concevoir chez les femmes d'âge mûr. Une femme active peut craindre pour sa carrière. Une femme mariée peut s'inquiéter des conséquences qu'une maternité aura sur son mariage. Une célibataire peut se demander comment elle fera face au fait de devoir élever un enfant seul. De telles angoisses sont susceptibles d'envoyer les femmes sur le divan où elles seront aidées à comprendre si elles désirent vraiment avoir un enfant.
Telle patiente peut se rendre alors compte qu'il lui faut regarder en face la question de savoir si elle a été désirée par ses propres parents et régler ce problème. Et parfois, elle découvrira que loin d'avoir été désirée, elle a été directement ou indirectement rejetée. La mère en puissance en elle espérera évidemment éviter de faire la même erreur. Mais le constat s'impose d'un déplacement particulier du désir à la demande. Au lieu de chercher à savoir s'ils sont prêts et capables d'être père ou mère, les patients expriment maintenant l'exigence d'un enfant. Une femme pourra dire « je veux avoir un enfant, c'est mon droit d'en avoir un, mais mon mari m'en empêche ». Parfois, elle peut considérer que c'est un médecin qui fait obstruction à son droit. L'idéologie du choix a guidé ce tournant, d'où la question de l'effet que cette revendication d'un droit à l'enfant aura sur ceux qui naîtront. C'est une chose que d'interroger le désir de nos parents par rapport à notre existence, c'en est tout à fait une autre d'accepter qu'elle relève de leurs exigences de nous concevoir. La femme qui exige un enfant peut très bien croire qu'il la rendra d'une certaine manière complète. Elle peut avoir des difficultés à se séparer du nourrisson, ce qui à son tour se révélera peut-être étouffant pour l'enfant. Dans le cas où un enfant est conçu avec l'aide d'un donneur, la mère devra aussitôt ou tard lui expliquer son choix de faire le récit des raisons pour lesquelles elle a décidé de se reproduire de cette façon. Il est possible que l'enfant lui pose alors un certain nombre de questions liées à son père. Il faudra que la mère soit capable de les supporter et de trouver les mots pour le consoler en insistant sur le fait qu'il a été très désiré et que même si son père biologique n'est pas là, beaucoup d'autres personnes l'aiment. Dans une interview à la télévision, Nadia Suleman a admis que ses aînés lui posaient tous les jours des questions sur leur père et qu'elle leur avait toujours répondu qu'elle leur révélerait l'identité du donneur quand ils auraient 18 ans. Mais quand ils seront arrivés à cet âge, ils seront confrontés au choix d'essayer ou non de le retrouver. Mettre ses enfants dans un tel dilemme peut constituer pour la mère une issue facile à un échange difficile. Il ne semble pas cependant que le père ou donneur ait pu disposer du moindre choix eu égard à la façon dont sa vie a tourné après qu'il eut donné son sperme à sa petite amie. L'impossible choix. De nombreuses femmes qui, dans leur décision d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants, sont aux prises avec un désir ambivalent, sont souvent confrontées, consciemment ou inconsciemment, à la question des conditions de leur propre venue au monde. Certaines font remarquer qu'elles ont réfléchi à la nature du désir de leur propre mère et que leur décision d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants a été influencée par leur interprétation de celui-ci. Dans des entretiens avec des femmes mal à l'aise quant à cette décision, la psychothérapeute américaine Phyllis Zeman-Tobin a découvert qu'un grand nombre d'entre elles imputaient leur incertitude à l'ambivalence de leur propre mère, en particulier celles dont les mères avaient été confrontées à la contradiction entre les stéréotypes culturels des années 60-70. Alors même qu'à l'époque, un grand nombre d'Américaines entraient en force dans le monde du travail, la figure de la femme au foyer restait l'idéal. Nombreuses étaient celles qui attiraient l'attention sur leur peur du changement et de la perte de contrôle qu'il entraîne. Elles s'inquiétaient des transformations de leur corps et de leur mode de vie. Elles étaient angoissées à l'idée de la responsabilité d'avoir un bébé. Certaines se demandaient ce que voulait dire en réalité le terme de mère. Qu'est-ce qu'une mère? Que pense-t-elle? Comment se comporte-t-elle? De quoi a-t-elle l'air? Je ne veux pas m'empâter comme ma mère, était un leitmotiv. Être une mère signifiait quelque chose de très particulier pour ces femmes qui avaient des difficultés à décider d'enfanter ou non. Une patiente, Jeanne, disait que sa mère comme sa grand-mère avait connu une forte dépression après l'accouchement. Elle s'inquiétait de continuer ce cycle. Son malaise s'aggravait du fait que sa mère lui avait dit et répété qu'elle s'était sacrifiée pour ses enfants en restant à la maison et qu'elle avait été plus heureuse quand elle avait repris son métier d'enseignante. Une autre patiente, Diana, ne pouvait pas s'exposer au risque d'être laissée seule avec son bébé, comme sa mère l'avait été avec le sien. La peur de la solitude s'associait à la peur que son mariage ne s'effondre si elle avait un enfant. Au terme d'un travail d'élaboration de ses inquiétudes, Diana se rendit compte qu'elle ne voulait pas répéter l'histoire de sa mère qui avait fait fuir son mari, divorcé et fini dans la misère. Pour elle, la décision d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant était étroitement liée au sentiment de ce qu'elle représentait pour sa mère. Mais quand on diagnostiqua un cancer à son mari, Diana sauta enfin le pas. Le problème avait pris un nouveau visage. La même peur de la perte qui avait d'abord entravé son désir de maternité l'incita par la suite à opter pour une grossesse. Quand une femme finit par décider d'avoir un enfant mais s'avère ensuite incapable de concevoir, elle subit un nouveau trauma. Elle perd le sentiment que tout est possible.
Dans l'idéologie actuelle qui promeut que l'on peut tout avoir, cette perte conduit directement à un sentiment d'impuissance. De fait, en matière de reproduction, la notion de choix est un outil puissant. Bien que celui que nous faisons d'avoir ou non des enfants soit souvent totalement inconscient, nous ne pouvons abandonner le sentiment de puissance qui résulte du seul fait de savoir que nous avons ce choix. Il arrive parfois que les femmes qui découvrent qu'elles sont incapables biologiquement d'enfanter trouvent à se consoler en pensant que c'est leur propre décision. Et il n'est pas rare qu'un couple infertile continue à recourir à des méthodes contraceptives même après avoir appris qu'il ne pouvait pas concevoir. C'est là un indice de ce qu'ils considèrent toujours la reproduction comme une affaire de choix. Cela dit, quelle que soit la manière de l'aborder, la question d'avoir ou non des enfants confronte à la perte. On se retrouve face à la peur de perdre son autonomie, de gréver une relation de couple, de perdre le contrôle, de perdre sa personnalité ou son propre enfant intérieur. D'un autre côté, la décision de ne pas concevoir signe la perte d'un avenir imaginaire, d'un lien désiré avec autrui, de l'idée de perpétuer la famille ou de faire un cadeau à ses parents ou à son partenaire. Il peut même en résulter la perte d'une image narcissique, l'image de son propre moi plus jeune sur le visage de son enfant.